maintenant, j'invite Marc Bormand de monter sur la scène. Marc Bormand est conservateur général au département des sculptures, grand spécialiste de la sculpture italienne de la Renaissance. Il a été le commissaire d'une exposition mémorable intitulée Les printemps de la Renaissance, la sculpture et les arts à Florence 1400-1460, qui avait été présentée au musée du Louvre et au Palazzo Strozzi à Florence, et prépare maintenant la suite de cette exposition dont le titre est tout autant séduisant, le titre provisoire, L'âme et les corps, la sculpture en Italie, 1460-1520, donc la suite. Dans les 45 minutes qui lui sont imparties, il tentera de dessiner le parcours qui a conduit à la naissance d'un génie. Je le remercie. Bonjour. Eh bien, je voulais déjà remercier également Monica Preti qui a organisé ces journées et qui donc m'a demandé d'en faire une sorte d'introduction. Et comment mieux introduire Michel-Ange que finalement, je crois, de parler de sa jeunesse, de ses premiers travaux, depuis sa naissance en 1475 jusqu'à, vous verrez, on ira jusqu'à l'œuvre qui sans doute symbolise pour le plus grand public cet artiste, c'est-à-dire le David, conservé aujourd'hui au musée de l'Accademia. Donc, comment, finalement, un tout jeune garçon, originaire du Casentino, fils d'un fonctionnaire, entre guillemets, un membre de la petite noblesse, a-t-il pu devenir le très très grand sculpteur que l'on sait? Et pour ce faire, bon, on se base, et je me baserai donc en partie sur les récits de Giorgio Vasari, le grand historien du XVIe siècle, un peu le créateur des biographies d'artistes à la Renaissance, mais également sur le récit d'Asciano Condivi, un récit qui est une sorte de biographie autorisée, comme ça qu'on dirait aujourd'hui, fait sous le contrôle de l'artiste. Bon. Et puis, bien évidemment, je m'appuierai sur les œuvres, je crois que c'est ce qui est le plus important, en essayant de les restituer dans leur contexte. Bon, il s'agira sur cette période d'une sélection d'œuvres, il ne s'agit pas de faire un inventaire exhaustif de tout ce que Michel-Ange a produit, d'une sélection limitée, enfin du moins réduite essentiellement à la sculpture, avec, vous le verrez, j'ai essayé de vous présenter des nombreuses vues de détails pour pouvoir rentrer véritablement dans les œuvres, en essayant également de les remettre dans leur contexte artistique, social, culturel, et en mettant plus ou moins l'accent également sur les commanditaires, sur toute une longue lignée de commanditaires prestigieux. Alors, d'abord, il faut parler de Florence, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que Florence quand Michel-Ange naît en 1475? Là, vous avez une œuvre qui est faite d'après une célèbre estampe qu'on appelle la vue à la chaîne, parce que vous voyez, elle est entourée d'une chaîne, qui est faite d'après Cosimo Rosselli vers 1480. Et on voit bien l'ampleur de la cité entourée de ses murailles, avec l'Arno au centre, qui traverse la ville. Et puis, les deux centres de la cité, d'une part, le Duomo, la cathédrale, Santa Maria del Fiore, et juste de l'autre côté, bon, ici le pouvoir religieux et ici le pouvoir politique avec le palais de la Seigneurie, même si on le verra tout de suite après, le pouvoir en réalité est plus dans le palais Médicis que dans le palais de la Seigneurie. Donc il s'agit d'une ville qui compte 70 000 habitants à peu près, elle a compté un peu plus au siècle précédent. C'est quand même l'une des très grandes villes d'Occident. Les plus grandes villes de l'époque comptent environ 100 000 habitants, qu'on pense à Milan, à Paris, donc une des villes majeures de l'Occident. Et une des rares cités-États italiennes, à ce moment-là, à avoir préservé son indépendance.
avec Sienne en Toscane. Bon, formellement, Florence est toujours une république. Mais depuis 1434, la ville est dominée par la grande famille patricienne des Médicis, d'abord Côme, puis à partir des années 1460, Pierre, dit le Goutteux, et enfin, à partir de 1469, Laurent le Magnifique, qui ont placé la cité sous contrôle. Les institutions républicaines fonctionnent encore, mais de manière très formelle. Et donc, le centre du pouvoir, c'est plutôt le palais de Michelozzo, Via Larga, qui est l'un des plus grands palais privés de la cité et qui est le signe de ce pouvoir. Mais ce qui n'empêche pas des travaux importants de continuer dans la cité énormément. Et là, je vous présente, justement, ça date autour de 1475, ça tombe bien, l'installation dans la salle des lices, dans le palais public, avec tout un grand décor sculpté de Giuliano et Benedetto da Maiano. Bon, et je vous présente ces sculptures, et là vous voyez en particulier le drapé de la justice, pour rendre hommage à l'un des très grands sculpteurs de la période, dont on a pu dire, on a pu penser qu'il avait pu être l'un des maîtres de Michel-Ange. Bon, tout ça avec beaucoup d'interrogations, parce que ce n'est pas cité en réalité. En tout cas, la ville, après 1455, après la paix de Lodi, entre Venise et Milan, dont Laurent Magnifique sera le garant, connaît une période de paix, de prospérité économique. Bon. Sur le plan artistique, on a assisté depuis le début du siècle à une floraison incroyable d'œuvres qui constituent le style même nouveau, le style de la Renaissance, qui naît à Florence et qui naît avec la sculpture. Les talents se sont multipliés dans la cité, Lorenzo Ghiberti, Masaccio, Luca della Robbia, Donatello, Verrocchio. Bon, la sculpture joue un rôle moteur. Et là, juste pour vous montrer, le grand Saint-Mathieu de Lorenzo Ghiberti, l'une des sculptures majeures du début du siècle, l'un des premiers grands bronzes exécutés depuis l'Antiquité classique. Et puis, un peu plus tard, la grande œuvre de Andrea del Verrocchio, L'incrédulité de saint Thomas, également pour Orson Michele. Un style qui a été porté véritablement par les humanistes, comme Coluccio Salutati ou Poggio Bracciolini au début du siècle, qui redécouvrent véritablement les vertus et les valeurs de l'Antiquité classique et qui va servir de modèle absolu à la pensée et à l'art. Et l'époque de Laurent le Magnifique va encore amplifier ce mouvement. Alors, également, bien évidemment, dans le domaine de la peinture, et l'artiste qui vient spontanément à l'esprit pour illustrer ce moment, c'est Sandro Botticelli, qui illustre peut-être plus que tout autre cette élégance raffinée et ce goût exquis, là je cite Daniel Arras, de la Florence de Laurent le Magnifique, avec ces étonnants tableaux de mythologie qui sont effectivement des incarnations même de la grâce. Même si ce type de peinture suit les demandes également des humanistes, comme Leon Battista Alberti, on a une clarté narrative de l'histoire, on a une représentation du mouvement, on a une expression des figures, toutes choses qu'on va retrouver dans l'œuvre de notre artiste. Mais toujours lié, je le redis, à une pensée qui continue de placer l'Antiquité classique au sommet, et Laurent est environné effectivement d'une cour de lettrés, Marcille Ficin, mais surtout, retenons le nom de Policien, qui est, à partir de 1475, le secrétaire du jeune fils Pierre, le fils aîné de Lorenzo, de Laurent le Magnifique. Policien qui va développer toute une pensée à partir des années 1480-1490 sur le rôle en particulier de la varietas, de la variété, avec une volonté d'une large compréhension du monde antique et la volonté pour lui de restituer des monuments littéraires dans leur forme intacte et leur pleine compréhension. Donc on voit bien ce rôle de l'Antiquité est majeur. Revenons à Michel-Ange. Sur les œuvres de jeunesse de Michel-Ange, nous savons finalement peu de choses. D'une part parce qu'il y a de nombreuses œuvres qui sont mentionnées par les sources à la Renaissance qui sont aujourd'hui perdues ou qui ne sont pas situées. Et puis
on a d'autre part des documents qui indiquent que l'artiste a exécuté des œuvres que les biographies ne mentionnent pas. Hein. Et l'artiste lui-même a plus ou moins cherché à brouiller les pistes, hein, les traces de ses premiers essais, hein, comme un peu une stratégie d'autocréation d'un mythe de l'enfant prodige qui apparaît d'un coup, parfaitement formé et autodidacte, divinement inspiré, sans maître ni apprentissage. Et c'est plus tard, comme je l'ai dit, Vasari en 1550, puis surtout en 1568, et Ascanio Condivi, qui donne à cette histoire une forme canonique voulue par Michel-Ange. Mais une forme où il est difficile de faire la part des choses entre la vérité d'une part et d'autre part la rhétorique et la fable, hein, avec la volonté pour Vasari, par exemple, d'inscrire l'artiste dans une grande lignée qui part de l'Antiquité classique, modèle à égaler ou à surpasser, et qui va aboutir justement à cette buona maniera, cette bonne manière de faire l'art, qui est justement centrée sur les grands génies, entre guillemets, de la Renaissance, Léonard, Raphaël et Michel-Ange. Ensuite, l'époque romantique va se forger l'idée d'un Michel-Ange héroïque, justement, où le sublime domine tous les autres aspects de son art. Un art héroïque, personnel, toujours reconnaissable, hein, qui rejoint cet idéal romantique de la liberté, de l'autonomie, de l'originalité de l'individu, entendu comme citoyen et comme créateur, hein, et de fait, nous vivons encore en partie sur cette image. Même si, depuis un siècle et demi, hein, toutes les recherches de l'histoire de l'art ont tendu, en s'appuyant sur les textes et sur l'étude des œuvres, à avoir une vision peut-être plus critique de notre artiste. Alors, la légende, hein, la jeunesse de Michel-Ange, voilà. Emilio Zocchi, hein, une sculpture de 1861, hein, où on voit bien notre jeune artiste au travail, en train de tailler une tête de satyre, telle que les histoires le racontent. De fait, la légende raconte que déjà jeune et contre l'autorité de son père, Michel-Ange choisit la sculpture. Hein, et enfant, il fait preuve d'un talent précoce pour le dessin et la peinture. Et au grand déplaisir de son père, d'ailleurs, le garçon va étudier le disegno avec le concours de son ami Granacci, et il va entrer alors dans l'un des grands ateliers de la Florence de l'époque, celui de Domenico Ghirlandaio. Là, je vous présente une des grandes œuvres des années 1480, l'Adoration des mages du musée de l'Hôpital des Innocents à Florence. On voit un artiste, hein, très élégant, jouant sur les couleurs, hein, où, comme cela est l'usage à Florence pour un jeune garçon qui souhaite apprendre les techniques artistiques, eh ben, il rentre dans l'atelier, hein, et Vasari simplement le présente déjà comme un dessinateur accompli, possédant immédiatement cette nuova maniera et qui peut déjà se permettre de critiquer le maître. Alors, une des rares peintures dont on sait qu'elle existe par les sources et qui a été retrouvée, et je mets un point d'interrogation là, mais cette œuvre aujourd'hui conservée au musée de Fort Worth, cette Tentation de Saint-Antoine, qui est une réplique d'après une gravure du grand sculpteur et graveur alsacien Martin Schongauer, hein, bon, et l'un des premiers tableaux que l'on attribue aujourd'hui à Michel-Ange, encore dans l'atelier de Ghirlandaio. Bon, on voit quelqu'un qui possède déjà une technique éblouissante. Alors, ce caractère autodidacte, hein, il faut peut-être le restituer, prendre un peu de distance, dans la mesure où Michel-Ange, par sa famille, a probablement des liens de parenté avec les Médicis, et cela a sans doute facilité, hein, l'entrée du jeune homme dans le cercle familial et dans le cercle artistique de Laurent le Magnifique. Par ailleurs, hein, on sait qu'il a été élevé à Settignano, c'est une petite ville située sur les collines autour de Florence, hein, qui est l'une des grandes villes des tailleurs de pierre, hein, ce qui pourrait aussi expliquer son habileté précoce, hein, dans la taille du marbre. Hein. Et on a cette anecdote par rapport à sa nourrice, hein, où Vasari raconte que Michel-Ange finalement a
avec le lait de sa nourrice, tirer la masse et le ciseau. Tant Vasari que Condivi racontent scrupuleusement comment, à ses débuts, Michel-Ange a connu Laurent de Médicis, découvreur de talent et mécène. Laurent, qui est également un grand collectionneur d'antiques, de médailles, de camées, de gemmes, de statues, qui ne sont pas seulement vus comme des objets de délectation, mais également comme des objets d'étude et d'enseignement. Avec, pour Laurent, l'objectif de mettre Florence, de présenter Florence comme une nouvelle Athènes, véritablement, destinée, selon les termes mêmes de Policien, à avoir une gloire éternelle. Et donc, tout ce courant néoplatonicien autour de Laurent, même si on a peut-être un peu exagéré la force de ce courant à l'époque de Michel-Ange, en tout cas, dans les années 1480, on sait que cet enthousiasme de Laurent et de son cercle pour le platonisme s'est un peu évanoui, et le rôle majeur appartient plus maintenant à des gens comme Picot, Pic de la Mirandole, ou Policien, avec la volonté d'une connaissance encyclopédique de toutes les disciplines, la volonté toujours de cette profonde connaissance de la culture antique dans toute sa plénitude. On peut simplement se demander ce que signifie pour un jeune garçon de 15 ans, je rappelle, il est né en 1475, donc là on est dans les années 1480, début des années 1490, qu'est-ce que cette philologie néo-alexandrine, extrêmement subtile, peut signifier pour ce jeune garçon? En tous les cas, Michel-Ange est confronté à ce cercle, à cette soif de savoir. Alors, c'est le moment où Michel-Ange va rentrer dans ce qu'on appelle les jardins de Saint-Marc. Alors, les jardins de Saint-Marc, c'est un lieu qui est à la rencontre un petit peu de deux mythes de la Renaissance, la légende de l'âge d'or de Laurent le Magnifique, et la genèse de Michel-Ange comme génie spontané et autodidacte. Tel que Vasari le raconte en 1568, les jardins sont en quelque sorte une sorte de prototype de l'Académie du dessin telle qu'elle existera au XVIe siècle. Un lieu qui appartient à Laurent, près de l'église San Marco à Florence, où les artistes de la fin du Quattrocento ont accès aux œuvres antiques. Et pour Condivi, c'est également la volonté de minimiser la part de la formation artisanale dans la bottega du Ghirlandaio ou d'un autre sculpteur de Michel-Ange, et de mettre en valeur de nouveau ses liens avec les Médicis. Donc, Condivi présente le jardin comme le lieu où Michel-Ange est introduit par Granacci en 1490, et lui offre alors la possibilité de faire une impression favorable à Laurent le Magnifique, qui admet alors le jeune artiste dans son entourage. Alors, ces jardins, Vasari présente le sculpteur Bertoldo di Giovanni comme à la fois le conservateur des collections de ce jardin et le directeur de cette école, entre guillemets, de peinture et de sculpture. Le but de Laurent pour Vasari étant de créer une école de sculpture à Florence à ce moment-là, soi-disant en retard sur la peinture, dans lequel, c'est Vasari toujours qui donne des noms, on aura beaucoup d'artistes qui vont y passer: Gianfrancesco Rusticci, Granacci, Lorenzo Di Credi, Loraggio Bucciardini, Baccio da Montelupo, Andrea Sansovino, quasiment toute une génération d'artistes qui commencent à travailler à Florence à partir des années 1490. Alors, Bertoldo, qui est-ce? C'est l'artiste qui va faire le lien avec le grand sculpteur mort en 1466, Donatello, le plus grand sculpteur, le grand génie de la première moitié du siècle, dans la mesure où il va être porteur de son enseignement, Bertoldo ayant travaillé à Florence, également ayant aidé Donatello dans l'exécution de son œuvre finale, qui sont les chaires de la basilique San Lorenzo. Et en tout cas, on sait que c'est un artiste qui a un très fort intérêt pour l'Antiquité classique, ce qui est extrêmement visible dans ce bronze, cette bataille conservée au musée du Bargello, qui mesure près d'1 mètre de long, qui est en réalité l'adaptation d'un devant de sarcophage romain conservé au Camposanto à Pise, une œuvre qui fut installée sur les cheminées du
palais Médicis. Également, les jardins, un lieu où Michel-Ange va apprendre à imiter et restaurer les œuvres antiques, avec en particulier cette tête de faune qui va donner l'occasion d'anecdotes dans les biographies autorisées, dans la mesure où il est dit que Michel-Ange a cherché à copier, sur les encouragements de Lorenzo de Medici, une tête de faune, et que, selon Condivi, Michel-Ange rajouta, selon sa fantaisie, tout ce qui manquait à l'œuvre antique, le nez, la bouche ouverte, comme celle d'un homme qui rit. Et Lorenzo va louer l'œuvre, mais va critiquer la dentition, trop belle pour celle d'un homme âgé. Piqué au vif, l'anecdote raconte que Michel-Ange, à ce moment-là, a pris son trépan et a fait sauter quelques dents, ce qui a beaucoup fait rire Lorenzo un peu plus tard. On est dans la fable. Ici, je vous présente juste le moulage d'une œuvre qui se trouvait au musée du Bargello jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui a disparu à ce moment et dont on a pu dire qu'elle était faite d'après que c'était le modèle. Bon, avec beaucoup de points d'interrogation. On passe à ce qui est généralement considéré comme la première œuvre attestée, importante dans le domaine de la sculpture de Michel-Ange, ce marbre de la Vierge à l'escalier. J'ai essayé la plupart du temps de vous mettre les dimensions des œuvres, parce que là vous les avez en 6 mètres de haut, 5 mètres de haut, elles tiennent le coup, il n'y a pas de problème, mais imaginez bien que cette œuvre fait 55 cm en réalité. Donc à chaque fois, il faut essayer de replacer les œuvres. C'est une œuvre qui apparaît chez Vasari en 1568, comme donnée peu d'années auparavant par un membre de la famille de Michel-Ange, Leonardo Buonarroti, au duc Côme de Médicis. Mais une œuvre qui est citée ni par Vasari en 1550, ni par Condivi. Mais aujourd'hui, une œuvre que tout le monde s'accorde à reconnaître comme une œuvre de jeunesse de Michel-Ange, un exemple clé pour le très jeune artiste qui imite ainsi des modèles variés. Un exercice didactique qui permet de se confronter à plusieurs modèles, chercher à dépasser des exemples prestigieux de l'art ancien et moderne, avec des éléments variés. D'une part, le type même de la Madone de dévotion, très fréquent à Florence au XVe siècle, mais aussi un relief lié à l'historia, l'histoire, tel que Alberti, le grand humaniste, l'a défini, et également une œuvre liée au relief funéraire antique. En tous les cas, tout cela permet au tout jeune artiste de composer une typologie expressive, théologique et formelle entièrement neuve. Pour Vasari, en particulier, ce qui fait l'importance de cette œuvre, c'est qu'elle reprend les reliefs en très bas relief, dit en relief schiacciato, de Donatello. Et Vasari dit, il avait justement voulu dans ces années même imiter le style de Donatello avec tant de bonheur que l'œuvre semble de la main de celui-ci, avec seulement un peu plus d'élégance dans le dessin. Mais on n'a pas ici un très bas relief uniforme comme on peut avoir, tel qu'on le voit ici dans la Vierge dite des nuages de Boston, de Donatello. On a quelque chose avec des plans plus complexes et également une référence au relief de l'Antiquité classique, un relief funéraire, parce qu'en général, nos vierges de profil, elles regardent vers la droite. Mais l'usage commun dans les reliefs antiques est plutôt de regarder vers la gauche. Donc ici, Michel-Ange a sans doute choisi le modèle d'une dignité maternelle des reliefs antiques pour le transférer sur un mode héroïque et prophétique dans une Madone du Quattrocento. Et puis également, je vous présente quelques, on voit déjà la force, mais également les différents types de plans. Et je voulais surtout le comparer à ce grand relief, cet autre grand relief de Donatello, pour continuer à donner les sources, le Festin d'Hérode, qui est l'un des grands chefs-d'œuvre de Donatello conservés en France au Musée des Beaux-Arts de Lille, qui a appartenu aux collections de Lorenzo de Medici. Et là, l'intérêt, c'est la comparaison avec ce relief, cette perspective accélérée de l'escalier, dont on voit qui est réinterprété par Michel-Ange. Et voilà comment on arrive à transformer une Vierge de dévotion en relief narratif, avec également certaines parties qui sont, voilà, on voit sur la gauche, où on a encore la taille des gradines qui sont bien encore visibles,
on voit bien dans le traitement cette sorte d'inachèvement qui, on le sait, sera l'un des éléments importants du travail futur de Michel-Ange. Mais on va le retrouver dans le relief suivant, voilà, qui est la bataille des centaures, considéré par les contemporains de Michel-Ange comme sa première œuvre importante. Un marbre de 80 cm par 88, conservé encore aujourd'hui dans la maison de Michel-Ange, la Casa Buonarroti à Florence. Alors, Vasari l'a décrit comme une bataille d'Hercule et des centaures. Pour Condivi, c'est le rapt de Déjanire. Bon, un sujet peut-être repris d'Ovide, avec le rapt d'Hippodamie. Bon, mais le thème en réalité reste allusif, se confondant avec l'action même et une violence véritablement, la volonté de rendre une violence primordiale, marquée par les instruments même tenus par ces figures, les blocs de pierre, des morceaux de bois. En tous les cas, la volonté de montrer la plus grande spatialité possible avec une gradation des volumes depuis véritablement le relief en ronde bosse, ce qu'on appelle en italien le tutto tondo, jusqu'au relief beaucoup plus aplati. En tous les cas, une manière de montrer un intérêt pour le nu héroïque masculin, dont on sait que ce sera l'un des thèmes majeurs dans le futur de l'œuvre de Michel-Ange. Une œuvre sans doute conçue dans les jardins de Saint-Marc, selon Condivi, sur une idée de Policien, et qui reprend, d'une part, bien évidemment, le modèle de Bertoldo di Giovanni, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais cette grande bataille reprise d'un relief funéraire antique, on voit bien ce mélange des corps sur le premier plan, on a une reprise de la part de Michel-Ange, mais on a aussi un intérêt, ici quelques détails, pour des maîtres de la génération précédente, ici la très célèbre estampe, la bataille d'hommes nus d'Antonio Pollaiolo, bon, où on voit bien toujours cet intérêt pour le nu en mouvement, se tournant, bon, une des œuvres les plus célèbres de la Renaissance dans le domaine de l'estampe. Mais également, ici, je vous montre une urne étrusque en albâtre du musée de Volterra, où on voit bien là aussi l'intérêt pour le corps en mouvement dans l'Antiquité classique. Toute source qui était bien connue à l'époque à Florence. Même si l'imitation est vue comme une source, bien évidemment, et non comme un manque d'originalité. Alors, quelques détails, où on voit bien la taille par niveau successif, où on a un travail depuis la surface vers l'intérieur du marbre. Michel-Ange enlève les stades de marbre parallèlement à la surface, et les formes en saillie les plus proches du spectateur sont ainsi dégagées. Ces formes sont ensuite polies, tandis que, ce qu'on voit bien là, les formes de l'arrière-plan vont souvent être laissées à l'état d'ébauche. Et c'est ce non finito qui sert à créer l'effet expressif du relief. Les formes émergent véritablement sous les yeux du spectateur, selon leur degré d'accentuation dans le relief et leur exposition à la lumière. Quelque chose que l'on connaît à l'époque pour le relief, mais que Michel-Ange, ensuite, dans sa carrière, va transformer, va utiliser pour les œuvres en 3 dimensions. Et ça sera une véritable nouveauté, quelque chose de complète qui à l'époque n'était pas connu, sachant que cette technique est relativement complexe à mettre en œuvre dans la 3e dimension. Et elle s'oppose en tous les cas à la technique traditionnelle. Quelques détails. Ça supporte très très bien l'agrandissement. Et voilà. Laurent le Magnifique meurt en 1492 et Michel-Ange se retrouve un petit peu avec sans commanditaire principal. Bon, en 1494, à la chute des Médicis, il prend peur. Il s'enfuit à Bologne, à Venise. Là, à Bologne, il va être proche d'Ulysse Aldovrandi, qui est l'une des grandes figures intellectuelles et politiques de la cité. Et là, il va saisir l'apport
de deux des plus grands sculpteurs de la première Renaissance à Bologne, Niccolò dell'Arca et, ici, on le voit bien, Jacopo della Quercia, ce sculpteur siennois qui travaille à la fin de sa vie à Bologne, avec là cette confrontation entre deux figures du grand saint de Bologne, San Petronio, avec d'une part la figure exécutée sur la façade de la basilique San Petronio vers 1430 par Jacopo, et d'autre part le même saint sculpté pour le tombeau de Saint-Dominique dans la basilique Saint-Dominique à Bologne. Et on voit bien ce qui frappe, l'apport de Jacopo vers Michel-Ange, ce sont ces drapés gonflés, mobiles, souples, qui font la richesse du travail de Jacopo. Et véritablement, on voit bien comment Michel-Ange l'absorbe, en créant là aussi des drapés, qu'il a repris en partie déjà à Benedetto da Maiano, mais encore accentué dans ce cas-là par la confrontation avec Jacopo. Ici, deux autres œuvres créées par Michel-Ange, toujours pour le tombeau de Saint-Dominique, un ange porte-flambeau et le San Procolo. Retour à Florence, en 1495, et c'est le moment dont on date une œuvre un peu atypique dans le travail de Michel-Ange, dans la mesure où elle est en bois polychromé. C'est l'un des très rares exemples où Michel-Ange taille le bois, une œuvre de 1,39 m sur 1,35 m, moment où la cité est marquée par la prédication de Girolamo Savonarola, ce moine dominicain épris d'ascétisme et de rigueur. C'est le moment où on sait que Michel-Ange, grâce aux prieurs de Santo Spirito, va pouvoir étudier le corps humain en faisant des dissections. Donc, il va renouveler ce qui est l'un des thèmes capitaux de la sculpture à Florence au XVe siècle, le Christ en croix. On a déjà de très célèbres exemples de Donatello et de Brunelleschi au début du XVe siècle, où il va proposer des éléments formels innovants dans son œuvre, ce qu'on voit bien à gauche, avec l'angle aigu formé par la jambe, la torsion du corps, le développement du mouvement vers le visage, un corps parcouru de torsions légères mais dynamiques, une structure et une musculature d'une grande fidélité anatomique, mais avec des proportions d'un corps d'adolescent qui semble allongé. Et une posture fléchie en contrapposto de la tête et des jambes, qui renouvelle complètement les modèles existants à l'époque, ce qu'on voit à droite, par exemple, cette œuvre de l'entourage de Benedetto da Maiano. Donc une vraie innovation, avec donc cette image fragile et délicate de la figure du Christ, qui trouve ses correspondances dans les écrits de Savonarola, dont on sait que Michel-Ange a écouté les sermons, qui parlent d'un corps délicat, très sensible. Quelques détails. Et là, juste pour vous présenter ce petit Christ qui a été donné en 2013 au Louvre par Kathleen Honorato et Peter Silverman, une œuvre sur laquelle il y a eu beaucoup de discussions critiques, mais qui a été attribuée par certains à Michel-Ange. Pour ça, là, vous avez artiste florentin autour de 1500, Michel-Ange, point d'interrogation. C'est une attribution qui est discutée, mais qui a de vrais partisans. Et on a ici, en tous les cas, une exceptionnelle vigueur plastique et expressive, avec une attention anatomique bien marquée, visible dans la complexité du thorax, les contractions de l'abdomen, les yeux effilés, un corps athlétique mais étiré, une posture du corps tendue qui confère un peu une sorte de torsion latente à la figure. On sait également qu'au même moment, il va travailler à Florence pour Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, qui est membre de la branche cadette de la famille et républicain. Et on sait qu'il va pour lui réaliser un Héros endormi et un Saint Jean-Baptiste, deux œuvres de petite taille. Alors, cette œuvre a une histoire compliquée dans la mesure où c'est une œuvre dont on sait qu'elle a été travaillée par Michel-Ange. Ensuite, elle est amenée à Rome, elle est présentée comme une œuvre antique, enterrée, retrouvée, vendue au cardinal Riario pour 200 ducats, une somme importante, avec tout un imbroglio, ce qui fait qu'ensuite Michel-Ange, créateur de l'œuvre, s'est défendu d'avoir
d'avoir été pris pour un escroc, purement et simplement. Donc, en tous les cas, une œuvre qu'on a perdue aujourd'hui, qui a appartenu, on sait, qui était en 1502 chez Isabelle d'Estamantoux, mais dont on a un certain nombre d'exemples du XVIe siècle. Ici, une œuvre conservée en Grande-Bretagne, où on voit cette petite figure d'après l'Antique. Ici, un modèle antique, au contraire, romain, et on voit bien véritablement l'intérêt du travail d'après les œuvres de l'Antiquité classique. Au même moment, il exécute également un Hercule, peut-être pour le Palais Strozzi, une œuvre qui ensuite a été envoyée en France, mais qui a été perdue. Probablement recommandé par Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, Michel-Ange arrive alors à Rome, auprès du cardinal Riario, membre influent de la curie, et dès le lendemain de son arrivée, Michel-Ange est envoyé pour examiner la collection d'antiques du cardinal. Et celui-ci va lui demander d'exécuter une statue. Le cardinal me demanda ensuite si j'aurais assez de courage pour réaliser une œuvre de mon invention. Je lui répondis que je ne saurais rien sculpter de comparable aux pièces de sa collection, mais qu'il devait voir ce que je pouvais faire. Une modestie, entre guillemets, de Michel-Ange. Là, c'est une station de Michel-Ange. Sachant que jusque-là, a priori, la seule grande ronde bosse qu'on ne connaît pas qu'il avait exécutée était cet Hercule pour les Strozzi. Le cardinal lui donne donc un bloc de marbre, et le voilà donc avec un mécène et une commande, et Michel-Ange va pouvoir faire montre alors de ses dons exceptionnels. Comment on peut faire sortir d'un bloc de marbre, une figure vivante, grandeur nature. Et on la voit ici, cette figure, dans les jardins du propriétaire suivant, Jacopo Galli. Donc c'est ce Bacchus entouré d'antiques que l'on voit ici, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, dans la salle Michel-Ange du Musée national du Bargello à Florence. Donc une œuvre de 2 mètres de hauteur avec la base, 1,90 m sans la base, donc exécutée vers 1496-1497. Je cite Condivi. Un Bacchus en marbre d'environ 1,60 m, on voit que c'est un peu plus grand, œuvre dont la forme et l'apparence correspondaient dans les détails aux indications données par les auteurs anciens. Le visage épanoui, les yeux sensuels et vagues, tout ce que l'on peut observer chez un homme pris de boisson. Dans sa main droite, il tient une coupe, comme celui qui a envie de boire, et il s'y regarde attentivement, comme celui qui prend plaisir à cette liqueur qu'il vient de découvrir. Et pour bien marquer qu'il en est l'auteur, sa tête est couronnée d'une guirlande de feuilles de vigne. De sa main gauche, il tient la peau d'un tigre, animal qui lui est consacré, parce que c'est l'animal qui prend le plus de plaisir au vin. Je cite Condivi. Si Michel-Ange a montré la peau du tigre plutôt que l'animal lui-même, c'est parce qu'il souhaitait faire comprendre que celui qui sombre dans la sensualité et le besoin de la liqueur qu'on tire de ce fruit finit par y perdre la vie. De cette même main, il tient une branche avec des grappes à ses pieds qu'un petit satyre lascif et tout heureux mordit furtivement. Donc, on a également le caractère androgyne évident de cette figure qui est loué par Giorgio Vasari. Il a associé à la sveltesse de l'homme jeune des formes féminines, rondes et charnues. Une œuvre qui n'est pas faite pour être vue frontalement ou même sur plusieurs plans comme chez Donatello, n'est pas non plus une figure serpentine comme chez Verrocchio, c'est une œuvre qui doit véritablement être appréhendée globalement comme une entité. Et on peut la voir véritablement sur des plans extrêmement variés, avec cet équilibre incertain de la pose, fait pour donner visible, pour suggérer cet état d'ébriété, avec la présence du satyre, que l'on voit là, qui dérobe la grappe du raisin, qui lui est un modèle de figure serpentine, et qui, par sa position, pousse un peu le spectateur à tourner tout autour de l'œuvre. On est devant, on ne voit pas le satyre, et puis on aperçoit quand même vaguement quelque chose, voilà, et on se met à vouloir avoir d'autres vues. Donc, une véritable dynamique supplémentaire donnée au groupe. Après le Bacchus, il va travailler à nouveau pour Pierre de Médicis, en exil à Rome, mais on ne sait pas bien comment, il n'a pas obtenu la faveur qu'il souhaitait, il va renoncer à son travail, et il décide alors d'acheter un bloc de marbre en affirmant « Je travaille pour mon propre plaisir ». Voilà. Bon, on voit bien un artiste qui ne cherche pas à Rome à ouvrir un atelier.
comme d'autres artistes, comme les Pollaiolo, comme Andrea Bregno à Rome. Il travaille pour lui ou pour tel ou tel commanditaire. C'est le moment où il va recevoir une commande pour un autre protecteur, Jacopo Galli. Et ça va être ce Cupidon en marbre de 1 mètre de hauteur, dont un certain nombre de personnes, de critiques, ont dit qu'il s'agissait de cette œuvre retrouvée à New York au début des années 1990. On voit ici le problème d'une œuvre qui présente une immaturité, des discontinuités, des passages de très haute qualité qui résonnent avec des œuvres du corpus de Michel-Ange, un corps fin, de proportions très allongées, mais une certaine disharmonie entre ce corps fin et gracile et ce visage plein sous une chevelure formée de boucles, même si la chevelure, effectivement, peut rappeler l'ange de Bologne. Là, une œuvre mutilée. À l'origine, le Cupidon prenait avec son bras une flèche dans son carquois. En tous les cas, une œuvre profondément issue de l'Antiquité classique, proche de Bertoldo di Giovanni dans la pose. Ici, je vous présente cette magnifique Orphée en bronze, mais petite, 43 cm de hauteur, conservée au musée du Bargello. Et on voit que le Cupidon reprend ce schéma multidimensionnel du corps et ses transitions dissociées. Ici, une confrontation entre le visage du Bacchus et du Cupidon. Ici, je vous montre une peinture qui est la Madone dite de Manchester de 497 pour, là aussi, cette confrontation qui a été faite par la personne, l'historienne d'art Kathleen Valgaris-Brandt, qui a redécouvert, entre guillemets, cette œuvre. Donc, une interrogation, en tous les cas, sur l'identité entre ce Cupidon et celui décrit par les sources à la fin du au XVIe siècle comme étant le Michel-Ange. Et puis, toujours à Rome, une nouvelle commande, probablement reçue par l'entremise de Jacopo Galli, la possibilité pour l'artiste de créer une œuvre monumentale qui serait placée dans la basilique Saint-Pierre, avec cette sorte de défi de tailler dans un bloc de marbre 2 figures grandeur nature. Et donc là, Michel-Ange va lui-même aller à Carrare choisir le bloc de marbre. Il cherche un bloc d'une qualité exceptionnelle. Il refera ensuite d'ailleurs la même chose pour le tombeau de Jules II. Pour le tombeau de Jules II, il passera 8 mois à Carrare pour choisir les blocs. Un temps tellement long qu'à force, Jules II va se désintéresser de la commande. Ici, en tous les cas, une œuvre qui mesure 1,66 m de large, 1,03 m de profondeur, 1,74 m de haut. Donc, très importante. Une commande du cardinal français Jean de Billière-Lagrolas. Et jamais un groupe d'une telle ampleur de pietà, une pietà de telle ampleur, avait été sculpté en Italie au XVe siècle. En réalité, il s'agit d'un type d'image issue du nord de l'Europe, qu'on appelle le Vesperbild, une méditation sur la mort et la douleur, avec la Vierge solitaire qui tient le Christ mort sur ses genoux, comme elle a jadis tenu l'enfant. Ici, en tous les cas, ce qu'on a, c'est l'unité harmonieuse des deux corps, une composition pyramidale, très évidente. Ici, je vous présente 2 autres points de vue. Le corps de la Vierge qui est véritablement entouré par ce lourd drapé qui va constituer le support du corps du Christ, avec ce jeu très puissant de contraste entre le drapé et le corps. La ligne du corps du Christ, 3 fois brisée, qui s'adapte au corps de la Vierge et au pli de la draperie, et qui va se subordonner à la forme triangulaire de l'ensemble. En tous les cas, la volonté de créer un équilibre très harmonieux entre les 2 figures, une œuvre d'infini rare, et on voit bien comment, à ce moment-là, Michel-Ange maîtrise complètement, comme un virtuose, la technique de la taille du marbre, avec ce poli exceptionnel qui reflète la matière, la lumière, qui illumine les surfaces. Et donc, véritablement, on voit l'absolue maîtrise de notre artiste qui a à peine plus de 20 ans. Ici, quelques autres détails.
des vues que l'on connaît un peu moins. On voit donc cette subtilité, cette qualité dans la taille, dans les boucles de la chevelure, par exemple, cet intérêt pour ces expressions. Et retour à Florence, 1501, avec la difficulté simplement de parler devant cette œuvre. C'est véritablement cette image, cette icône que tout le monde a en tête, mais qui est une œuvre formidable en réalité. Bon, formidable parce que d'une part, on voit comment Michel-Ange à ce moment-là maîtrise la représentation du corps humain, maîtrise cette figure héroïque avec ce bloc de marbre colossal qui était depuis un siècle à Florence, qui avait été ébauché par Agostino di Duccio, l'un des grands sculpteurs de l'époque en 1463, et qui restait simplement ébauché. Donc, comment dépasser en 1501 à Michel-Ange, qui va produire cette grande figure achevée sans avoir recours à aucun autre bloc de marbre. Il travaille à partir de septembre 1501 et il achève la sculpture en mars 1504. Et à ce moment-là, un jury d'artistes, Léonard, Botticelli, Giuliano da Sangallo, va décider que l'œuvre ne doit pas être située, placée à proximité de la cathédrale, mais sur la place de la Seigneurie. Et aucune œuvre n'a été aussi admirée que le David par les citoyens de Florence. On voit qu'il est issu d'une lignée, ce David, Donatello au début du siècle, Donatello vers 1430, Verrocchio vers 1470. Bon, le défi n'est pas mince. On a déjà là 3 des grands chefs-d'œuvre de la sculpture du XVe siècle. Et puis, l'autre défi, c'est les Dioscures, ces figures monumentales à Rome, bien connues de Michel-Ange. On voit bien, grande figure, les jambes écartées, ça rappelle quelque chose. Donc, on a ici une sorte de moment idéal de la narration de l'histoire, avec une sorte de dimension intemporelle. Pour Vasari, une beauté proportionnée. On n'a jamais vu appui si délicat, ni grâce comparable. Jamais dans l'accord entre les pieds, les mains, la tête, il n'y a eu autant d'art et d'équilibre dans le dessin, avec une maîtrise de la pose du corps humain dans sa structure plastique intérieure. On a effectivement l'ampleur de la pose, le rendu des formes anatomiques, le contraste entre cette pose stable et cette tension. Tout le poids repose sur la jambe droite. On a le côté vertical, renforcé par le bras allongé, l'autre côté avec la jambe oblique, la silhouette avec le bras replié, l'habilité à rendre un mouvement intérieur du corps complexe et multidirectionnel. Et puis on a cette forme pleine de force, ce visage noble, fier, cette conception héroïque de l'homme, et cette connaissance, tout ça lié aussi à une connaissance exceptionnelle des capacités du marbre, de sa résistance, qui lui permet de créer ces ouvertures sans appui pratiquement, cette taille des jambes, il n'y a pas de drapé autour pour le maintenir, et ça permet aussi de rendre la souplesse, les ondulations, l'irrégularité des corps qu'on a déjà vu dans la Pietà. Tout ce qu'on retrouvera dans l'ensemble des œuvres de Michel-Ange. Donc, une œuvre véritablement d'une force absolument unique, formidable, qui nous domine, plus de 4 mètres de hauteur, et quand on commence à regarder le traitement du corps, les traitements du visage, cette ligne souple, cette force intérieure, on voit qu'à ce moment-là, et c'est ce que tout le monde à Florence a vu à ce moment-là, Michel-Ange est devenu le plus grand des sculpteurs vivants à l'époque, de très loin. Juste, je voulais terminer sur quand même 2 dessins magnifiques qui vont nous conduire vers les œuvres futures de Michel-Ange. D'une part, cette étude conservée au Louvre pour la bataille de Cascina, donc cette commande également pour le palais de la Seigneurie en 1504, d'une des grandes batailles face à une grande bataille commandée à Léonard, et on voit bien cet intérêt qu'on va retrouver ensuite perpétuellement chez Michel-Ange pour le corps humain en mouvement, en équilibre, en déséquilibre, ou cette figure masculine, également de la même période, ce Mercure Apollon, avec toujours cet intérêt pour la musculature et ce mouvement léger et cette force intériorisée qui nous mènera là vers la suite. C'est juste
3 œuvres, un petit peu au hasard, de la suite de la carrière de Michel-Ange, les tombeaux médicéens, la Grande Pietà de Florence et l'œuvre ultime, la Pietà Rondanini, conservée au Castello Sforzesco à Milan. Mais je crois que je vais vous laisser sur ces 3 images et vous remercier.